Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, nous sommes Africain et je reçois aujourd'hui d'imminentes personnalités sur le plateau. Nous avons donc à ma droite donc le président de l'Union internationale des journalistes africains, le doyen Lassine Camara. Bonjour, Monsieur Camara. Bonjour, chers amis. Alors, donc, à côté de vous, donc, j'ai Monsieur Jean Blaison, un écrivain d'origine ivoirienne qui a écrit 12 bouquins et aujourd'hui qui va nous accompagner dans la revue de presse, africaine. Bonjour, Monsieur Blaison. Bonjour, Monsieur Kara. Monsieur Kara. À ma gauche, donc, et à ma droite plutôt, donc j'ai Mamadou, donc, qui est de la maison, qui est chef de projet africain. Et Mamadou, bonjour. Bonjour Karasoli, merci de m'avoir invité pour cette nouvelle revue de projet. Bonjour à mes deux doyens, mes aînés, même mes papas. Merci beaucoup de l'invitation. Très bien, donc aujourd'hui nous allons vous parler donc, de l'actualité de la semaine en Afrique. Donc nous avons un cas spécial. Le cas spécial, c'est le cas de Balthazar. Balthazar, donc c'est en ce moment ce cas qui cartonne sur les réseaux sociaux partout. Donc ce équato-guinéen qui est accusé de détournement de fonds dans son pays. Et après enquête policière, donc les policiers se sont rendus chez lui pour mener des enquêtes et puis aussi saisir du matériel. Donc dans son ordinateur, ils ont trouvé 400 films de femmes avec qui il a couché et filmé. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce cas qui aujourd'hui est un choc pour toute la nation guinéenne de la Guinée équatoriale. Alors, donc, sans tarder, je vais interroger mes doyens sur cette question. Est-ce que déjà, le doyen Camara, d'abord, cette situation est quand même très embarrassante dans un pays que vous connaissez très bien, la Guinée équatoriale. C'est un choc et une honte pour la nation. Il y a comme une sorte de malédiction du sexe qui, évidemment, c'est actuellement emparé du monde, particulièrement de la Guinée équatoriale. Balthazar est victime de cette malédiction du sexe. Comment lui qui avait quand même la confiance du président et certainement des ministres, comment il peut se permettre de coucher avec autant de femmes sans avoir ce qu'on appelle une certaine retenue? C'est une honte pour lui. Je crois qu'il s'est tiré une balle dans le pied et ce n'est pas propre à la Guinée équatoriale. Même en Europe actuellement, vous avez vu tout ce qui se passe, des sommités qui, à l'époque, dans le cinéma, dans la culture, dans l'écriture, qui avaient couché avec des femmes, tout ça, ça sort aujourd'hui. Alors, avec la médiatisation de tout ce qui se passe, eh bien, Balthazar, je crois, il risque longtemps d'aller non seulement en prison, mais en même temps de payer très cher le fait qu'il ait sali l'image de son pays. Alors, doyen Blaison, donc que pensez-vous en tant qu'écrivain? Est-ce que ce n'est pas un bon titre de livre, ça, cette histoire? Cette histoire, d'abord, ça me frémit. Et j'ai honte pour ce jeune homme qui a un avenir, je dirais, brillant. Et d'ailleurs, il est le directeur financier de son pays, et qui le au ministère de l'économie et des finances. Et qui le met dans la poubelle. Parce que là, je vois qu'il fait honte même à l'Afrique. L'Afrique tout entière, surtout la peau noire. Parce que quand j'écris, je parle l'Afrique, continent noir. Parce que pour moi, l'Afrique n'est pas blanche. Donc, ce jeune homme a discrédité totalement les Africains. Les gens ne comprennent pas, ils ne vont pas comprendre tout de suite. Celui qui voit ça, il prendra ça, il dit, oui, c'est la nation, comment dirais-je, Guinée équatoriale. Ça ne me regarde pas. Si, ça nous regarde. Je ne sais pas s'il a été envoûté
par des esprits, des mauvais esprits. Sinon, ce n'est pas à faire. Une personne ne peut pas faire ça. Ici, on refuse souvent les femmes. On peut dire non. Je prends un exemple pour un homme de Dieu. Je prends par exemple Joseph, qui était devenu premier ministre avant Jésus-Christ. La femme du premier ministre sur lequel il s'en va travailler, il était esclave, et il travaillait, et son patron l'aimait beaucoup, parce que c'est un bonhomme qui a des visions, qui voit tout. Et il a voulu coucher. Sa femme s'est amusée pour dire, je veux coucher avec toi. Il dit non, je ne suis pas venu ici pour coucher avec les femmes. Parce qu'il veut réserver d'abord l'autorité de son patron. Parce que ce que le jeune homme a fait, 400 femmes-là, il a d'abord détruit l'autorité du président, qui est son oncle. Il a détruit l'autorité de son père, qui est le président de la SEMA. Le président de la SEMA. Il ne s'en souvient pas, mais c'est grave. Où ça va là? Et là, il est en train d'humilier la totalité de la peau noire africaine. Ça, c'est mon avis. Alors, Mamadou, Oui. qu'est-ce que tu en penses de cette histoire rocambolesque qui secoue aujourd'hui la toile et la nation guinéenne, la nation équato-guinéenne? C'est vrai que ça secoue réellement la nation guinéenne. Mais au-delà de cet aspect-là, moi je pense qu'à un moment donné, il faudrait penser sur la façon dont la société équato-guinéenne est conçue dans ce sens-là. Je pense que c'est quand même fondamental. Parce qu'avoir des postes de responsabilité, comme ce garçon-là, avoir effectivement la confiance du président, avoir la confiance de son père, qui effectivement, ce n'est pas un petit type, entre parenthèses. C'est quelqu'un qui a des responsabilités au niveau de la CEMAC. Avoir jusqu'à faire ça, c'est assez problématique. C'est assez problématique dans le sens que plus de 400 femmes, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça veut dire que ce mec-là, il a plus son temps de le faire. Et effectivement, il y a une histoire de perversion derrière. Est-ce que quelque part, la société équato-guinéenne n'est pas en phase de cette dépravation, de ce basculement au niveau sexuel qui fait qu'effectivement, les femmes vont s'adonner à ce type de pratiques-là? Ça, je n'en sais rien, parce que après, il faut approfondir les choses. Mais aller jusqu'à faire ça, je me dis, il y a un problème. Problème doublement. Est-ce qu'effectivement, ces femmes qui se sont adonnées à ça, cette question de manque de dignité, eu égard à la pauvreté, eu égard effectivement à cette situation qui peuvent se poser, parce que voilà, quand on est pauvre, des fois... Oui, mais c'est des femmes, des ministres, bien entendu. Des hauts fonctionnaires donc, qui sont à l'abri du souci financier. Et c'est ça surtout, quoi. Et c'est ça qui me laisse complètement perplexe par rapport à ça. Comment tu peux être femme de ministre, il y a femme de DG ou femme d'une personnalité de haute responsabilité en Guinée équatoriale, et s'adonner à ça? Alors, elle est où l'explication? Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Pourquoi faire ça? Et pourquoi, effectivement, être au courant que vous êtes en train d'être filmé et accepter cela? C'est ça surtout. Moi, je dirais que la société équato-guinéenne n'a pas été vraiment... C'est une question morale, d'ordre éthique, par rapport à ces questions de relations hommes-femmes, relations avec le pouvoir. Et je pense que les Équatoriens doivent fondamentalement changer le rapport qu'ils peuvent avoir avec le pouvoir. Le rapport qu'ils peuvent avoir avec son père, parce que est-ce que ça te permet d'aller au-delà de la responsabilité que tu peux avoir? Parce que c'est surtout ça. Je pense que la Guinée équatoriale doit avoir un travail de fond et de réflexion sur les hommes politiques qu'ils nomment à certains postes de responsabilité. C'est une question d'ordre purement moral. Après, on ne maîtrise pas tout. Est-ce que en tant que professeur, aujourd'hui, s'il était ton élève, eh bien, est-ce que vous allez aujourd'hui vous afficher avec lui? Qui? Lui, si ce monsieur était mon élève. Voilà. M'afficher avec lui, je ne crois pas trop. Mais je lui dirai ce que je pense.
Ah oui. Oui, je lui dirai ce que je pense du point de vue purement moral. Voilà, tu lui point dis, de- mais c'est pas ça que je t'ai enseigné. Oui, oui, mais bien sûr, ça dit que, voilà, les rapports aussi entre un prof et un élève ou un prof et un étudiant, elle est basée sur autre chose autre que ça. Je pense qu'un prof ne doit pas se permettre effectivement de discuter avec son élève, avec son étudiant, sur ces questions-là, parce qu'il ne se permettra jamais de le faire. Ah bon? Ah ben oui, parce que ça peut aller très, 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 très loin. Quel que soit effectivement le rang qu'on peut avoir, Mhm. le rang qu'on peut avoir, parce qu'après tout, oui, même au-delà de même si ce n'est pas son élève, au-delà même tu peux être quelqu'un de responsable, avoir des jeunes à ta charge, et le discours peut être axé sur autre chose, sur cette question de moralité, sur cette question effectivement, de religion, comme l'a dit tout à l'heure Doyen, sur les questions des perspectives d'avenir. Moi, je pense qu'il faut peut-être regarder plutôt dans ça. Le rapport entre un prof et son étudiant sur ça, cette pédagogie que tu peux lui transmettre, mais non pas... Mais pas ça. Non, non, pas ça. Non, 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 pas ça. Alors, Non, le non, doyen pas ça. Camara, et au-delà de ça, politiquement, et est-ce qu'aujourd'hui, certains pensent que c'est un coup monté de la part du fils du président de la République et pour disqualifier ce monsieur Balthazar. Est-ce qu'à votre avis, c'est un pur hasard que les policiers tombent sur ces vidéos ou bien c'est vraiment préparé? Vous qui Oui. connaissez très bien le monde politique. Alors, vous savez, quand il y a eu l'affaire Khan, quand lui, il a été pris aux États-Unis, on a dit qu'il avait vu Oui, le ministre Oscan, oui. Ouais, on a dit, voilà, il a voulu coucher avec Mme Diallo. Ça a fait beaucoup de bruit. Les Américains sont venus attraper le ministre Khan et ils l'ont pratiquement menotté, alors que le monsieur était prêt d'être président de la République. Il était très populaire. Oui. Alors, dans le cas de la Guinée équatoriale, ça ne m'étonne pas. Il y a la corruption, l'argent facile et naturellement des femmes parfois très alléchantes. Il faut que dans ces pays, quand on est homme politique ou femme politique, qu'on sache qu'il y a des mesures qu'il faut respecter, une certaine vertu, une certaine volonté d'être au-dessus de la corruption. En Guinée équatoriale, c'est du n'importe quoi, c'est dommage. C'est très, très dommage, surtout que le président est en train actuellement de passer un certain âge, c'est-à-dire qu'il a plus de 80 ans déjà. Il faudrait qu'il prépare d'une façon ou d'une autre la succession. Les gens disent que c'est le fils qui, déjà, il y a son fils qui était venu aux Champs-Élysées, qui était venu avec la télévision, c'était des bijoux qui coûtaient très cher à l'époque. Je ne sais pas si ça a été un grand scandale. Alors maintenant, un autre scandale s'ajoute. En 2024, c'est un choc et c'est une honte. Et il faudrait que les juridictions équato-guinéennes sévissent. C'est-à-dire que ce jeune homme doit être non seulement sanctionné de la manière la plus exemplaire, mais en même temps, ces femmes qui se sont adonnées à ça, il faudrait absolument qu'elles s'en expliquent. Vous savez, nous voulons respecter la femme, son corps, son âme. Pour nous, c'est très important. Comment ces femmes-là, d'une façon ou d'une autre, surtout qui n'étaient pas des femmes plus ou moins pauvres, puisqu'elles étaient épouses de ministres, comment elles peuvent se permettre d'aller coucher avec M. Balthazar et se laisser filmer? C'est une honte. Donc il faut prendre des mesures radicales contre tous les auteurs, c'est-à-dire femmes ou hommes, Balthazar en tête. La situation, elle est là. Si le président veut bien finir, évidemment, son mandat, il faudrait qu'il commence par moraliser dès maintenant son entourage. Alors, M. Blaison, vous qui êtes homme d'église, eh bien, ça doit être très, très, très gênant. Il y avait même une dame qu'on a interviewée et qui disait aussi que si on fouillait les portables de beaucoup de pasteurs, eh bien, on trouverait les mêmes images. Est-ce que vous acceptez cette accusation en étant homme d'église? Est-ce que cela est possible? Je vous remercie, M. Kara. Savez-vous, nous sommes des hommes. Nous ne sommes rien que les hommes. Le créateur du Dieu du ciel
Et Dieu a dit, vos pensées, ce n'est pas mes pensées. On pense, mais on ne pense jamais comme Dieu. Dieu, sa pensée est 10 000 fois plus élaborée par rapport à une pensée d'un homme. Il y a des gens qui, savez-vous, dans les églises, même si on voit jusqu'à chez les cathos, on trouve, mais ce n'est pas permis. Ça, il faut être honnête. Ce n'est pas permis. Dieu dit quoi? Tu l'as regardé, c'est que tu as déjà couché avec elle. Regardez une femme pour dire que, ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Tu as déjà couché avec elle. Tu as une punition. Ah, ça, c'est clair, c'est net. C'est écrit noir sous blanc dans la Bible. Ah ben, donc, Balthazar, non seulement lui, il a Regardez. regardé, mais il a même goûté. Donc, et il a filmé aussi. Donc, lui, c'est combien de punitions? Bon, ce que je vois, ce jeune homme, ça me dépasse. C'est quelque chose, à notre temps, on n'est pas au temps de, comment on appelle, où Salomon a eu 1000 femmes. Parce qu'il était riche. Et il prenait les belles femmes. Et d'ailleurs, il a pris la reine de Saba, qui était sa femme, où son fils était le roi d'Éthiopie. Hein? Le fils de Salomon était le roi d'Éthiopie. Bon, donc, ce qui se passe là, c'est il a dépassé la limite. J'ai dit, il a déshonoré son pays. Et il a déshonoré toute la jeunesse de son pays. Et ça atteint à une limite tous les Africains, la jeunesse africaine. Hein? Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce qu'un écrivain voit l'âge. Qu'est-ce que l'Européen dira sur nous? Lui, il a fait. On dit il est équato-guinéen. Mais et Guinée-Conakry, et la Côte d'Ivoire, et le Sénégal, c'est les mêmes Africains. C'est comme le blanc dit, l'Africain a la pensée d'un oiseau, c'est du moineau. Il a la tête du moineau. L'Africain a la tête du moineau. Et on est en train de se battre pour faire comprendre à ces blancs qu'on n'a pas la tête de moineau. Qu'on n'a pas la tête de moineau. Et on voit les choses comme ça. Ben, je vous dis, comment dirais-je, le soleil, je crois que le soleil se lève à l'ouest et puis aller se coucher au sud. On dit qu'il se lève au sud pour aller se coucher à l'ouest. Hein? Cet homme, d'abord, où il est aujourd'hui, s'il se voit, il se voit vraiment homme, pour moi, il n'existe pas. Carrément. Il est effacé. Il est effacé pourquoi? Il est effacé, ce n'est pas la gloire, parce qu'il n'a pas appris quelque chose aux enfants de son pays. Il les a appris d'avoir, comment dirais-je, avoir plusieurs, passer le temps dans les bars, boire et puis fouiller les femmes à gauche. C'est ça, il a appris aux jeunesses. Lui qui prétend futur président, peut-être, je ne sais pas, mais déjà neveu d'un président, et il est, je pense qu'il a la hauteur de devenir, encore, il a un poste honorable dans son pays. Hein? Il a de l'argent, son oncle a l'argent, son père a l'argent, et tout le monde a l'argent. Ben, comme tous ces trucs-là descendent du ciel, il a cru croire que la vie, voilà, c'est tout. Il peut se permettre tout. Il peut se permettre tout, mais or, c'est lui qui a mis la terre là. Il ne permet pas comme ça. Hein? C'est pourquoi il dit,
La femme, tu l'as regardée là. Tu as déjà couché avec elle. Donc, il faut la prendre, il faut qu'elle s'assoie dans ta maison. Carrément. Est-ce qu'aujourd'hui, si Balthazar veut se confesser dans ton église, tu vas l'accepter ou pas? Je vais l'accepter. C'est notre rôle. C'est le rôle de l'Église d'accepter. Il n'est pas opprimé, mais il s'est fait opprimer. Et maintenant, il est opprimé par sa faute. Et c'est une grande faute. La faute qu'il a commise, c'est si vraiment il est chrétien, pour le laver, parce qu'il faut le délivrer. Il a besoin d'une délivrance. Il a besoin d'une délivrance. Il a besoin vraiment d'une délivrance parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que je disais tout à l'heure, dans mon premier propos, qu'il a été envoûté. Hein? Donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il a été envoûté. Sinon, c'est où on l'a il a été sacrifié, quoi. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Il était bonhomme qu'on a sacrifié pour la cause de la nation, peut-être, mais ça a détruit la nation en même temps. Surtout l'image. Oui, ça a détruit. C'est pourquoi je dis ça a détruit. Ce n'est même pas l'image. Parce que le président aujourd'hui, il est quoi? Parce que, voilà, partout où il passe, on peut lui poser la question, les journalistes peuvent lui poser cette question-là. Même si on ne lui pose pas la question, on lui regarde au coin d'œil. Est-ce que ça, c'est un président? Il laisse ses enfants fonder. C'est maintenant ses enfants. On parlera de tous ses enfants. On ne parlera pas lui seulement que Balthazar. On parlera tous les enfants du président. Et on parlera de loin, on parlera toute la jeunesse de la Guinée équatoriale. On dit, mais vous couchez avec les femmes n'importe comment. Ce qui fait que votre pays là, parce que vous avez l'argent. En plus, il est marié, il a une femme et 6 enfants. Ah, bon, alors, donc nous allons, nous avons fait le tour donc, du cas Balthazar que nous allons suivre de près au fur et à mesure de l'évolution de la situation parce qu'il est en ce moment en prison et lui-même a déclaré qu'une fois libéré, il ne peut même pas rester en Guinée équatoriale parce qu'il ne sera pas en sécurité. Donc, nous allons suivre cette affaire de près. Donc, nous allons passer à la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, donc, en ce moment, où le pouvoir militaire en place avait suspendu plus de 50 partis politiques et sans même annoncer à quelle période auront lieu les élections présidentielles. Donc, que pensez-vous, cela, le président Lassana Camara? D'abord, la Guinée, depuis que Ahmed Sékou Touré a disparu, n'a jamais trouvé d'homme valable, de gestionnaire, de patriote sérieux. On a reproché à Ahmed Sékou Touré d'avoir laissé mourir des tas d'innocents au camp Boiro. Je suis totalement d'accord. Mais une fois qu'il est mort, en 1984, que s'est-il passé? Ceux qui ont pris le pouvoir après Ahmed Sékou Touré, de Lansana Conté jusqu'à Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert ce qu'on appelle le boulevard, un nouveau boulevard du camp Boiro, de la corruption, de la montée de l'esprit ethnique, mais alors, du saccage même des biens du pays. Tous ces dirigeants qui ont pris le pouvoir après Sékou Touré n'ont pas fait mieux que Sékou Touré, ont même fait pire que Sékou Touré. Quand ils ont pris le pouvoir, c'était pour redresser la situation. C'était des gens qui avaient voyagé, qui savaient ce que c'est que la démocratie, qui étaient censés mettre en place un gouvernement digne de ce nom. Ils ont fait tout le contraire. Ce sont des médiocres et ce sont des corrompus. C'est ça toute la vérité. La Guinée ne s'en sortira jamais. Autant de corruption, autant de crimes économiques et autres, la Guinée ne peut que patauger. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il arrive, il prend le pouvoir. C'est un légionnaire. Mamadi Doumbouya est un ancien légionnaire qu'Alpha Condé a recruté en France. Il l'amène à Conakry.
il le met dans les forces spéciales. Les forces spéciales, ce sont des militaires qui sont pratiquement les gardes-corps du président. Et Mamadi Doumbouya faisait partie de ces gardes-corps. Et comme Alpha Condé est un médiocre, Alpha Condé a été un très mauvais président. Comment on peut faire l'Europe? Il a passé une bonne partie de sa vie en Europe. Il sait ce que c'est que la rigueur. Il sait ce que c'est que la mafia internationale. Il sait ce que c'est que des violations des droits de l'homme. Mais tu viens, à son âge, tu prends le pouvoir, tu deviens président éclairé. Il n'a aucun programme. Le pouvoir lui est tombé dans les mains parce qu'il avait trouvé d'autres mafieux et ces mafieux n'ont pas, entre-temps, su mobiliser le peuple pour prendre le pouvoir. Alpha prend le pouvoir, il fait venir Mamadi Doumbouya, il fait n'importe quoi. Non seulement le pays va très mal, beaucoup de jeunes Guinéens ont été assassinés par Alpha Condé. C'est grave. On ne peut pas continuer à tuer nos jeunes gens, nos enfants, nos fils comme ça. Il prend le pouvoir, il fait 2 mandats. Mais 2 mandats chaotiques. Moi, je vais voir Alpha Condé. Je dis, mais quand Ouad a pris le pouvoir au Sénégal, il a eu le courage de faire ce qu'on appelle le Festival mondial des arts nègres en 2010. Ça a été un succès. Je dis à Alpha Condé, c'est ça un intellectuel. Tu fais comme Ouad. La Guinée n'a jamais fait le Festival mondial des arts nègres. Tu as les moyens maintenant. On organise ça pendant ce 2e mandat. Mais Alpha n'a jamais compris ce que c'est que la valeur de la culture. Et puis, avec sa mafia et avec son entourage, il paraît qu'il a voulu s'attaquer à Mamadi Doumbouya. En fait, il voulait l'éliminer. En tout cas, il voulait le mettre en prison. Tu sais, les mafieux, entre eux, ils ne se font pas de cadeaux. Et quand Mamadi Doumbouya a compris ça, il s'est dépêché, lui, en tant qu'ancien légionnaire, de dire, bon, moi, je vais évidemment te mettre par terre et je prends le pouvoir. Donc, la mafia entre elles, la mafia Alpha, la mafia, évidemment, Mamadi Doumbouya, se mettent en bagarre et c'est Mamadi Doumbouya qui gagne. Ce dernier soulève de grands espoirs, une très grande espérance. Même moi, je pensais que, sachant ce qu'il savait, que lui aussi, il allait bien gouverner le pays et qu'on allait avoir un état de droit. Mais de son côté, à ma grande surprise, non seulement les choses se sont empirées, Moussa Dadis Camara, l'ancien chef d'État, vous avez vu comment, entre-temps, il a quitté la prison et puis il est encore revenu en prison. Mais à Conakry, on vient, on met le feu, si tu veux, au carburant. Ça éclate, ça fait des morts. Mais c'est très grave. Un régime militaire qui permet ce type d'insécurité, d'inconscience, de choses inacceptables. Mamadi Doumbouya, sa seule chance, c'est de faire comme Amadou Toumani Touré. Je fais des élections à la fin de cette année. Éventuellement, je suis candidat. Si je suis élu, d'accord, si je ne suis pas élu, je m'incline. C'est ce qu'a fait Amadou Toumani Touré, le Malien. Est-ce que c'est compliqué? Maintenant, il veut garder le pouvoir pour le pouvoir. Mais c'est totalement idiot. Pour être président de la République, il faut avoir une bonne formation, il faut avoir de bons projets et il faut avoir une bonne conduite. Ce n'est pas le cas de Mamadi Doumbouya. Alors là, il supprime plus de combien de partis politiques? Sur 200, il en a supprimé 50 et les principaux, surtout le parti de Cellou d'Alain Diallo et de Sidya Touré. En font partie. D'abord, c'était des partis alimentaires. Hein. Tous ces partis politiques en Guinée, ce sont des partis qui n'ont rien. Ce sont des coquilles vides. Et effectivement, avoir autant de partis pour rien. Parce qu'il y a quand même 200 partis en Guinée. Hein. Mais je te dis que c'est, si tu veux, des partis qui finalement n'apportent rien. Il n'y a pas de bon débat en Guinée. Les partis politiques, quand tu prends leurs dirigeants, ils n'ont absolument aucune idée. Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Tout le monde veut être président, tout le monde veut être ministre. Je leur ai dit quand je suis à Conakry, moi je n'ai jamais été ni ministre, ni ambassadeur, mais je peux être autre chose. Je peux aimer mon pays, la Guinée. Depuis Sékou Touré, je ne suis pas quelqu'un qui court après le pouvoir. Surtout ces gens-là, une fois au pouvoir, ils ne font rien de bon. C'est ça qui est grave. La Guinée, avec tout ce qu'elle a comme ressources, est un pays totalement pauvre. Les gens ne mangent pas à leur faim. Donc, Mamadi Doumbouya, il faut lui dire, c'est très bien d'avoir supprimé autant de partis politiques. Mais c'est mieux de faire des élections libres et transparentes et permettre à des Ousmane Sonko guinéens, je le dis, il faut que la jeunesse elle-même s'assume. Nous avons besoin de Ousmane Sonko guinéens
qui motive la population, qui dit trop, c'est trop, il y a trop d'injustice. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. C'est quand les jeunes ont prouvé qu'il y avait trop d'injustice, trop de crimes inutiles, que la population a adhéré aux idées de Sonko et autres. Maintenant, nous avons besoin de Sonko guinéen, et je serai le premier, si je trouve demain un Sonko guinéen capable de motiver les populations guinéennes pour qu'il y ait un vrai changement, je serai le premier à le soutenir. Ce qui n'est pas le cas. Toute la racaille, là, comme dirait Sarkozy ailleurs, nous avons toute une racaille de politiciens. Eh bien, il faut les balayer. Il faut qu'ils arrêtent effectivement d'exploiter et surtout d'humilier la Guinée. Et les médias internationaux, qui ne rendent pas la chose facile, sont en train de faire monter ce qu'on appelle l'esprit ethnique en Guinée. Ils viennent, ah oui, ils viennent sur RFI, ils racontent n'importe quoi, mais alors RFI ne sait même pas ce qui s'est passé en Guinée. Et RFI n'a même pas la sagesse de faire des recherches. Quand Sékou a pris le pouvoir, il y a les Français, la France-Afrique, tout de suite qui a voulu saboter, jusqu'à la mort de Sékou Touré, jusqu'à l'arrivée de Giscard d'Estaing. Mais Sékou, on a failli coûte que coûte le torpiller et le faire taire. Pourquoi? Parce que les Français à l'époque, ils disaient que si la Guinée émerge, les autres pays limitrophes vont demander leur indépendance. C'était une guerre d'intérêt et Sékou a très bien fait de résister, mais je suis totalement contre les morts au camp Boiro. Mais je suis aussi totalement contre le camp Boiro qui a été ouvert par la racaille des politiciens guinéens. Et je réclame Ousmane Sonko guinéen pour que ce pays aille de l'avant. Monsieur Bléjon, un très long réquisitoire du doyen Lansana Camara sur la Guinée. Est-ce que vous avez un mot à ajouter sur la Guinée? D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la Guinée? Ah, mais bien sûr. Non, je ne connais pas la Guinée, je n'ai pas été en Guinée. Mais seulement, j'aime une personne. Moi, je travaille avec les idées des gens. Sékou Touré est parti normalement pour libérer l'Afrique. Ça, c'était ses idées. Libérer l'Afrique avec Kwame Nkrumah, avec Lubumba. Et ces idées-là, c'est les idées que j'aime. Sékou, mais a été, c'est une histoire dès que l'Europe, la France, a vu comment Sékou il est en train de passer, la France était obligée de monter les gens contre lui pour que la Guinée se déchire. Et le déchirement de la Guinée, ça ne vient pas de la Guinée, ça vient d'ici. Ça vient d'ici. Et tous les gens qui sortent d'ici, parce qu'ils ont des plans pour aller déstabiliser les pays où l'Africain n'a rien compris encore jusqu'à présent, on te dicte pour venir prendre ton pays, comme je disais l'autre jour, on a mis qui ici dans l'avion, jusqu'à Desta a mis quelqu'un dans l'avion là pour aller... C'est le président centrafricain? Oui, pour aller... David Dako. David Dako, c'est Giscard qui l'a mis dans l'avion. Dans l'avion pour remplacer Bokassa. Pour remplacer le président qui était là, Bokassa. Or, il ne faut pas oublier que Giscard était l'ami. C'est Giscard qui a fait Bokassa, l'empereur. Hein? Et en plus, qui a mis sa femme dans sa poche. Donc Giscard aussi est un Balthazar. Non, ouais, Giscard Balthazar qui a pris les diamants qui coûtent des milliards dans sa poche et maintenant qui enlève. Il a fini de dépouiller le vieux et puis il faut le rejeter. Ce que je vais dire, que nous les Africains, c'est bien fait qu'on a cette télévision qui vient de se pondre au milieu de nous là, pour que les gens puissent comprendre qu'on a aussi la voix, on a la vision.
Nous ne sommes pas des ignorants. Je vais vous dire une chose. L'instruction, là, c'est l'Africain qui a enseigné le blanc à savoir lire et écrire. Et bientôt, je vous ferai venir pour voir comment. À 3500 jusqu'à en 332 avant Jésus-Christ, toute l'Europe grecque, 80%, c'était sur la terre noire pour apprendre. Ils ont appris chez nous pour venir. Mais que s'est-il passé? Et puis d'un seul coup, on ne sait rien. D'accord. Donc, on va avancer un peu. Je vais passer à Mamadou pour avoir un mot sur la Guinée-Conakry, parce qu'on a encore deux pays à traiter, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc, Mamadou, Oui. la Guinée-Conakry, aujourd'hui, le président Doumbouya a suspendu les partis politiques et il n'a toujours pas annoncé la date des élections. Est-ce que c'est sérieux? Mais non seulement c'est pas sérieux, mais moi je rejoins une bonne partie des doyens. Le doyen Lassiné qui a fait un rôle réquisitoire effectivement sur le parcours politique du peuple guinéen en fait, sur le fond. Après Sékou Touré, la Guinée n'a jamais été un pays stable, politiquement, démocratiquement, économiquement. Coup d'État sur coup d'État. Coup d'État sur coup d'État. La Guinée, c'est un pays qui, effectivement, quand on parle de coup d'État, ça n'étonne personne. Parce que c'est un peuple qui connaît ça. Et qui pense que seule la voie du coup d'État leur permettra de sortir des difficultés avec le régime qui est en place. C'est faux. Alors que je trouve ça un tout petit peu dommage. Les Guinéens n'ont jamais incarné cette question de patriotisme. Quand le doyen dit qu'il faut un Sonko effectivement en Guinée, quelque part, il a raison. Parce que le patriotisme, il faut l'incarner. Il faut aimer son pays. La Guinée n'a jamais été un pays démocratique. La liberté d'expression n'a quasiment jamais existé en Guinée. Déjà, ça sont des éléments que, effectivement, les Guinéens doivent travailler. Après, on peut créer des cercles de réflexion, on peut éduquer effectivement cette jeunesse-là, on peut avoir des débats, on peut écrire des bouquins, tout ce que l'on veut. Mais sauf que si les Guinéens ne s'alignent pas en disant c'est ce que nous voulons, ce sera toujours une perte perdue, ce sera toujours un éternel recommencement. Ça, c'est clair. C'est un pays qui est extrêmement riche. C'est dommage que depuis les indépendances, la Guinée, comme beaucoup de pays africains d'ailleurs, ne sont pas des pays industrialisés. L'agriculture guinéenne, je ne vois pas. Zéro. L'état de droit, il n'y en a pas. J'ai l'impression que les différents gouvernements successifs ont une vision où, effectivement, gouverner à vue. C'est-à-dire qu'il y a chaque fois que quelqu'un arrive au pouvoir, ça suscite beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, et puis on se rend compte qu'en fait, que c'est la même, ça ne changera absolument rien du tout. Je pense que la Guinée, il faut qu'elle change de pouvoir, je ne dirais même pas pouvoir entre guillemets. Oui, parce que ils ont essayé aussi un régime civil. Alpha Condé, ça n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le peuple, qu'est-ce que le peuple moi, je pense que les Guinéens, il faut les aider. Non, franchement. Et je pense que la jeunesse guinéenne doit avoir cette prise de conscience-là, plus particulièrement la jeunesse guinéenne. Prise de conscience. Surtout qu'actuellement, quand le doyen parle d'Ousmane Sonko, ce n'est pas rien. Ousmane Sonko, il n'a pas 50 ans. Okay? Est-ce qu'aujourd'hui, en Guinée, on n'a pas des gens qui ont l'âge d'Ousmane Sonko, peut-être même plus ou moins âgés ou moins âgés, de pouvoir incarner ce patriotisme en disant les Guinéens, si nous voulons s'en sortir, il faut ça. Et que tout le monde s'aligne. Mais si personne ne s'aligne et qu'à un moment donné, lorsqu'une personne va, comment dirais-je, incarner ça, arrive au pouvoir et qu'il y a des coups d'état d'arrêt, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas du tout. Alors, donc, nous allons donc passer à la Côte d'Ivoire. Donc, on va, la Guinée, donc on va suivre la politique guinéenne de près, exactement, voilà, donc pour cette alternance que nous suivrons de très très près. Alors, donc, maintenant sur la Côte d'Ivoire, M. Blaison, et la Côte d'Ivoire, donc en ce moment, l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est les préparatifs pour les élections présidentielles. Et en 2025, il y en a qui parlent de la possibilité du président Ouattara de solliciter un 4e mandat. Et ensuite, il y a l'opposition est déchirée
surtout l'ancien parti, le Laurent Gbagbo, est complètement déchiré. Et maintenant, donc, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a possibilité d'alternance ou bien on continue avec Ouattara? Je vous remercie, M. Kara. Savez-vous, l'histoire du président Ouattara, c'est une histoire rocambolesque qui date. Parce que Ouattara est venu pour remplacer Houphouët. C'est ce que la France avait voulu faire, qui n'a pas marché. C'est ça qui a amené toutes ces guerres-là. Bon. La France est partie jusqu'à lorsque Laurent Gbagbo a été élu en l'an 2000. La France est partie bombarder son propre camp à Bouaké pour pouvoir accuser pourquoi Ouattara n'est pas président. Donc, on accuse d'abord Gbagbo. Avant de parler de ça, parce que les images nous montrent le parti de Laurent Gbagbo qui est coupé en deux. Donc, il y a Afin Guessan qui est à la tête du parti. Gbagbo a créé son propre parti. Et puis encore, qu'est-ce que vous pensez de ce... Et que les deux ont déclaré leur intention d'être candidat à la présidentielle. Afin Guessan n'est pas du parti de Gbagbo. Non, jamais. Le parti de Gbagbo, c'est PPACI. Ce n'est pas FPI. Gbagbo a créé FPI. La France a pris Afin Guessan pour l'imposer auprès de Ouattara. Pour que si Gbagbo vient, il ne faut pas qu'il prenne FPI. Gbagbo est venu, il dit bon, la route, s'il y a un gros caillou, il faut le contourner. Il a contourné le gros caillou, il a fondé son parti. Donc, FPI n'est pas parti de Laurent Gbagbo, ça n'a jamais été. Maintenant, oui. Bon, il a créé son parti qu'on appelle PPACI. Et PPACI, c'est le parti du peuple africain et le peuple de la Côte d'Ivoire. Et ça fonctionne. Ça marche bien. Et on est sûr, Laurent Gbagbo sera président de la Côte d'Ivoire en 2025. Je vous remercie. Le doyen Camara, eh bien voilà la prédiction de Jean Blaison que Laurent Gbagbo sera le prochain président de la République. Alors, je ne suis pas un devin pour dire ça. Je sais qu'au fait, c'est lui qui a fait venir Ouattara. À un moment donné, les bailleurs de fonds voulaient mettre la main sur la Côte d'Ivoire par la mafia internationale. Et au fait, quand il a compris qu'il faut un bon Premier ministre pour pouvoir tenir tête à cette mafia, c'est comme ça qu'il a fait venir Ouattara. Ouattara était quand même, malgré tout, un bon Premier ministre. En tout cas, jusqu'à la mort de Houphouët-Boigny, Ouattara n'a pas cherché, contrairement à ce que certains pourraient penser, et il n'a jamais pensé à renverser Houphouët-Boigny. Soyons dans l'histoire, soyons clairs, soyons sérieux. Ouattara est resté Premier ministre jusqu'à la mort du président Houphouët-Boigny. Entre-temps, et c'est ce que je dis, c'est souvent ceux qui viennent, quand le président était là et qu'il avait fait ce qu'il avait à faire, le problème peut venir de cela. Ouattara fait partie de ceux qui, à un moment donné, a engendré un certain nombre de problèmes à travers le thème ivoirité. Le thème ivoirité a été employé par notre ami, comment il s'appelait, Bédier. Celui qui a inventé le thème ivoirité pour éviter que Ouattara, effectivement, ne se présente à la présidence. C'est clair, net et précis. Entre-temps, l'ivoirité marche. Et notre ami fait quelques mandats, c'est-à-dire l'homme de Daoukro, comme on le dit, Bédier, il gère plus ou moins bien son pays.
Et les militaires, à un moment donné, se disent qu'ils ne sont pas payés, que les salaires sont en retard. À partir de là, ils appellent l'homme de Daoukro. Ils disent à Bédié, nous, on n'est pas payés, si tu ne viens pas, j'explique les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'elles pourraient être. Telles qu'ils ont raconté. Non, telles que je l'ai vécu. Parce que moi, je vais dans les sources, je vais là où il y a la vérité. Donc, les militaires font appel à Bédié. Bédié reste à Daoukro, dit non, j'envoie mon ministre pour arranger ça. Alors, les militaires se sont fâchés et ils ont fait un coup d'État, ils ont fait Robert Gueye. Robert Gueye, qui était d'ailleurs du côté de Danané, ou de Mans, je crois, qui était dans son village. Les militaires disent, voilà, Bédié ne nous a pas payés, nous voulons faire... C'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'il y a un coup d'État militaire. Il n'y en avait pas eu. C'est la première fois. C'est la première fois. Bon, attends, mon cher ami. Vous allez continuer. Entre-temps, non, moi je compte ce que j'ai vu, pas ce qu'on imagine. Non. Moi, le premier coup d'État en Côte d'Ivoire, c'est avec Robert Gueye. C'est un militaire. Voilà. Donc, Robert Gueye arrive. Il prend le pouvoir. Lui aussi, il n'avait aucun programme. J'ai même une consoeur qui est très bien d'ailleurs, qui entre-temps est devenue la femme de la communication de Robert Gueye. Quand je le lui ai dit, j'ai dit, ma chère consoeur, être femme de communication de Robert Gueye, c'est tel qu'il disait à Robert Gueye comment il fallait s'habiller, patati patala. Je dis, attention, est-ce que tu n'es pas en train de filer du mauvais coton? Un militaire est toujours un militaire. Et elle m'a dit, non, Robert Gueye, c'est l'homme de la situation, patati patata. Je dis, non, Robert Gueye n'est pas l'homme de la situation. Est-ce qu'il a la formation requise? C'est ça le problème. Et entre-temps, les choses se sont pratiquement envenimées. Que s'est-il passé entre-temps? Quand Robert Gueye, lui-même, franchement, a voulu quitter la politique, mais a commencé par aller se cacher dans une église, mon cher. Il est allé, Robert Gueye, se cacher dans l'église en croyant qu'il allait être épargné. Mais les gens de Babo, ils l'ont tué. Non. Ah bon? Je refuse. Voilà. Alors, non. Là, ils ne sont pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Ils n'ont pas tué. Ils l'ont peut-être capturé. Ce n'est pas les gens de Babo qui ont tué. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce que vous avez dit jusqu'à présent, ce qu'il a dit jusqu'à présent, je cautionne la moitié, pas la moitié, parce que c'est mon pays et je suis de mon pays. Je sais comment Robert Gueye est arrivé. Robert Gueye, il est de chez moi. Il est de Mans. Nous sommes à la frontière de la Guinée. Absolument, c'est vrai. Hein? Et Robert Gueye ne devait pas être au pouvoir. Et le coup d'État en question, on dit que c'est les jeunes militaires. Mais disons les choses telles qu'elles sont. Le coup d'État a été fait par l'intermédiaire d'ici à Ouattara jusqu'aux jeunes militaires qui payaient les rébellions. Et quand on voit sur les réseaux sociaux qui payait les rébellions, et aujourd'hui, les rébellions qui réclament jusqu'à aujourd'hui les sous qu'on a promis, 25 millions, une villa. Et jusqu'à présent, la moitié n'ont pas eu, la moitié ont eu. On a intégré d'autres moitiés dans l'armée et d'autres moitiés dans la police et d'autres moitiés, on les a rejetés au dehors. Et à l'heure où je vous parle, ils sont en mouvement. Hein? Alors, Mamadou, oui. Ton avis sur la Côte d'Ivoire, un grand pays d'Afrique, riche, et qui est quand même le pays le plus développé de la CEDEAO. Enfin, non. Et, le Nigeria. Pardon? Il y a le Nigeria. Oui, il y a le Nigeria, tout à fait, mais c'est de l'UEMOA, c'est-à-dire ceux qui partagent le franc CFA, juste devant le Sénégal qui est deuxième. Donc, ce pays aujourd'hui connaît encore des incertitudes parce qu'à l'approche de chaque élection, c'est des tensions, c'est des risques de guerre. Donc, quelle analyse? Mais les Ivoiriens, ils sont habitués comme ça. C'est une habitude aux Ivoiriens, effectivement. Toute période d'élection est une période de tension, du début jusqu'à la fin. J'ai entendu parler que Ouattara se présente encore.
Vous trouvez ça logique pour quelqu'un qui, effectivement, la Constitution ne lui permet pas ça. Donc, il va faire encore Déjà de faire troisième mandat, Déjà il a forcé, il en a fait. Maintenant, on parle même autour de lui de quatrième mandat. De quatrième mandat. Et puis donc, quatrième mandat, cinquième mandat, sixième mandat, et puis bon, ben voilà, ça devient une boucle qui ne se ferme jamais. Moi, je dis tout simplement que les Ivoiriens, il faudrait qu'ils soient un peu beaucoup plus intelligents que ça, en disant qu'il faut aller aux élections. Après, l'histoire du parti de Gbagbo qui s'est une scission en deux, voilà. Là, il y a encore un problème. Parce que comment, effectivement, Gbagbo s'est battu pendant un certain temps, effectivement, avoir une certaine unité au niveau de son parti, qu'à l'intérieur de son parti, qu'il y ait un courant qui se crée, et qu'il y a un élément qui crée une scission. Ça n'arrange pas, effectivement, Gbagbo. Ça arrange plutôt le camp du pouvoir, en fait, sur le fond. Parce que le camp du pouvoir, eux, ils souhaiteraient effectivement garder le pouvoir, même si effectivement Ouattara ne se présente pas. Et là, on ne sait même pas s'il va se présenter ou pas. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait, pour certains partis politiques africains, de lever la barrière au-delà de certaines considérations internes au niveau de leur parti. C'est ce qui crée des situations comme ça. Qu'il y ait des courants de partis, moi je ne suis pas contre, parce qu'il faut que la démocratie s'exprime à l'intérieur de son parti. Mais à un moment donné, il faut avoir une vision commune. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons? Il y a un grand parti qui est là depuis un certain temps. Faudrait-il effectivement resserrer encore les liens pour partir de plus belle, pour essayer de revenir au pouvoir? Gbagbo a été au pouvoir. On a vu, je ne vais pas reprendre l'histoire de Gbagbo, de la Côte d'Ivoire, ça a été un bain de sang, et ainsi de suite. Ça, c'est derrière nous. Les Ivoiriens ne devraient pas effectivement avoir cette unité-là du peuple, effectivement, pour dire non seulement plus jamais ça, mais il faut que la démocratie s'exprime. Très bien. Donc, nous allons suivre tous ces pays qu'on a évoqués aujourd'hui. Donc, on va passer au Sénégal. Mamadou, donc oui. Je reste sur vous. Et parce que vous êtes donc originaire du Sénégal, vous êtes sénégalais. Oui. Et donc aujourd'hui, il y a une campagne électorale qui se déroule au Sénégal. Et une campagne électorale intense, hein, après le départ de Macky Sall et l'arrivée du duo Ousmane Sonko-Diomaye. Donc l'Assemblée nationale est dissoute. Et aujourd'hui, les acteurs politiques sont sur le terrain pour les élections législatives anticipées. Le grand favori, c'est Ousmane Sonko, une machine électorale. Et aujourd'hui, sans précédent. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'en pensez-vous de cette campagne électorale au Sénégal? Est-ce que c'est aussi des moments de tension comme dans d'autres pays en Afrique? Vous savez, les Sénégalais, ils ont l'habitude de ces moments de tension-là, mais les tensions, ça descend vite. Parce qu'il y a une certaine unité au niveau du peuple. Quand il faut défendre l'intérêt du pays, tout le monde s'aligne. Le Sénégal a toujours été comme ça. On a souvent dit, oui, mais bon, voilà, la démocratie, ceci, cela. C'est vrai que de 2021 jusqu'en 2024, c'était une tension énorme. Jamais le Sénégal n'a vécu ça. Pour une première fois, des assassinats, des emprisonnements, des arrestations, ainsi de suite. Mais malgré tout ça, il y a une certaine unité derrière. Je parle tout le temps de dire parce qu'il me semble que c'est essentiel pour une démocratie. Et puis bon, d'aller aux urnes, n'est-ce pas? Il y a Ousmane Sonko qui était en prison, son ami aussi, le président Diomaye aussi, ils ont été tous les deux emprisonnés. Et puis bon, voilà, la démocratie s'exprimait. Et puis bon, nous sommes allés aux urnes. Les Sénégalais, effectivement, ont voté Diomaye Faye. Il est devenu président tranquillement. Il n'y a pas eu de tension ou ceci ou cela. Voilà. Moi, je pense que c'est un modèle démocratique. Cette jeune démocratie sénégalaise, parce que c'est une seule démocratie quand même, et la démocratie sénégalaise est très jeune, comme la majeure partie des pays africains, je pense qu'il a su avoir de la hauteur, de regarder quel est l'intérêt du pays, l'unité du pays que je parle tout le temps, de dire il faut que nous regardons, que nous travaillons ensemble pour sortir le pays dans des situations complètement compliquées. Taux de chômage qui est parti de 10%, je dis à plus de 21%, voilà, pas d'industrialisation, l'agriculture non. Je vous fais remarquer que le président Macky Sall, nous avons dit qu'en fait, que bon, ben, avant 2019, effectivement, il faudrait effectivement l'autosuffisance alimentaire, ça n'a pas été accueilli. Est-ce qu'en tant que professeur, l'école au Sénégal? L'école, j'ai dit car, mon ami, l'école sénégalaise, l'école républicaine est démissionnaire. C'est ça surtout. Beaucoup d'abris provisoires. Je suis enseignant. Comment un État comme le Sénégal pour avoir des abris provisoires, des écoles à ciel ouvert? On sait que le développement d'un pays, je pense que les anciens ne me démentiront pas, passera incontestablement par l'éducation et la santé. Tu n'as pas ça, ton pays ne bougera pas dans Yota. Tu n'as pas une vision politique, c'est très très compliqué.
si tu veux réserver le chômage, je vous fais remarquer quand il y a eu des événements en 2021, le président Macky Sall avait demandé aux jeunes effectivement de se rassembler quelque part à Diamniadio effectivement pour leur demander effectivement ce qu'ils souhaitaient réellement pour sortir de cette pays de difficultés. Réserve plutôt le taux de chômage. Le taux de chômage ne se résout pas par une question de milliards. Pour 350 milliards pour résoudre ce problème de chômage. Alors qu'il n'y a pas une étude sur la façon le chômage a se résorber. Oui, mais ce sont des chiffres qu'on annonce, mais est-ce qu'on les met réellement sur la table Oui, mais tu sais, mon ami, Kara, quand tu annonces son chiffre, et que toi tu annonces son chiffre, tu t'engages. Tu ne peux pas le faire comme ça à la jeunesse. C'est inadmissible. Quand tu annonces son chiffre, tu dis, ben voilà, j'annonce ça pour résoudre le chômage. Mais pour résoudre le chômage, vous savez, pour baisser le taux de chômage, ce n'est pas en claquant le bourreau. Hein. On est en France, on sait que même les Français, ils ont du mal, effectivement, à faire baisser le taux de chômage de manière significative. Ça demande beaucoup de conditions. Donc, il faut du travail, il faut des spécialistes, il faut des industriels, il faut des politiques pour résoudre ce chômage. Et la formation. Et la formation surtout. Comment veux-tu effectivement régler un taux de chômage puisque au moins une bonne partie de la jeunesse n'a pas été formée pour des métiers. Voilà. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, tel que c'est parti la campagne, c'est vrai que Sonko mène une campagne quand même qui est quand même extraordinaire, une campagne thématique, et chaque fois quand tu passes une région, les discussions, son discours est axé sur les problématiques de cette région-là. C'est-à-dire que Sonko, c'est quelqu'un qui parle aux Sénégalais par rapport à l'ancien régime. C'est ça, il faut. Et il faut ça. Lorsqu'on continue, on devient président non pas pour être aimé, tu es là pour un job. Donc alors, ton pronostic, juste un mot, comme ça je passe au doyen Lansana Camara. Ah ben mais je pense que le PASTEF, le président, le camp... Ils vont avoir la majorité absolue. Je me demande même s'ils n'ont pas j'entends souvent un résultat soviétique, j'entends souvent ça. Moi je n'irai pas jusque-là, mais ils auraient une majorité écrasante quand même. Tel que c'est parti. Le doyen Camara, vous êtes de cet avis? Le pays de Cheikh Anta Diop et de Senghor est un pays qui a quand même des repères. Bien sûr. Donc rien que ça déjà, l'enseignement sénégalais peut encore être réformé. Oui. Ce qu'il faut dire à notre ami Sonko et autres, ils ont la chance, et je l'ai déjà dit à la primature, d'être jeunes. Le tout, quand on est jeune, eh bien, on a la possibilité de faire de très bonnes choses. Je leur ai cité le cas de leur jeunesse, les Val-Ndiaye, les Mamadou Dia. Ce sont des gens, à un moment donné, qui avaient une vision, même s'ils ont porté la contradiction à Senghor. Alors, ces jeunes gens arrivent au bon moment et au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut? Faire appel d'abord à tous les cadres sénégalais qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont en Allemagne, de rentrer pour justement prêter main forte aux cadres sénégalais qui sont sur le terrain. Ça, c'est la première des choses. Un pays ne peut se faire que par la qualité de ses cadres, surtout quand ces cadres sont conscients des enjeux. C'est le cas du Sénégal. Une fois qu'ils auront les meilleurs cadres, il faut qu'ils soient entourés, et je le redis, par des bonnes personnes. La corruption au Sénégal, je l'ai vu de mes propres yeux quand j'étais au mois de juillet à Dakar. Il y a la corruption, et qui peut faire encore beaucoup de mal. C'est cette même corruption qui permet à Macky Sall et justement à ses partisans pour battre campagne et agresser physiquement les gens de PASTEF. Il faut mettre fin à ça. C'est pourquoi le peuple sénégalais a fait venir ces jeunes gens. Maintenant, le 17 novembre, il faut que le même peuple sénégalais donne la majorité à PASTEF. Si le peuple sénégalais veut que les idées, les projets véhiculés par PASTEF jusqu'ici soient mis en chantier pour que ce pays aille de l'avant, c'est le 17 novembre que ça va se jouer. Donc, il faut donner la majorité à PASTEF, non pas comme un chèque en blanc, mais en disant, puisqu'on vous a élu massivement, prouvez ce dont vous êtes capable. Le problème, c'est ça. Non, mais alors, donc, M. Blaison, votre avis sur le Sénégal? Je vous remercie, M. Kara. Le Sénégal, c'est le premier pays qui a la vision de la démocratie. C'est le premier pays qui a appris la démocratie en Afrique de l'Ouest francophone. Et
j'ai admis le premier président que je l'ai pas serré la main, mais on s'est échangé les courriers, comme on dit aussi. On a échangé les courriers, il m'a félicité dans certaines choses. Mais je n'aime pas déranger les gens. Il est ici à Paris, je n'ai jamais été le voir. Savez-vous, l'hérisson, il n'oublie jamais son chemin qu'il parcourt. Ça, c'est vrai. Et le Sénégal, dans cette histoire de la démocratie, les enfants qui sont au pouvoir, je les appelle des enfants. Bien sûr. Parce que ils ont même la moitié de l'âge de mes enfants. Je peux dire c'est mes petits-enfants. Et je suis très heureux pour que ces enfants-là soient là. Pour montrer aussi en Afrique de l'Ouest, tous ceux qui corrompent, hein, il y a des trucs que j'apprécie aujourd'hui, c'est le Sénégal et le Burkina. Voilà deux pays. Hein. Après vient le Niger, le Sahel en particulier. Mais la démocratie en Sénégal, c'est imbattable. Donc, moi, je souhaite que tous Sénégalais qui veulent maintenant sortir de l'ornière, où ils sont dans le cocon là, pour sortir dedans, ils n'ont qu'à donner le pouvoir aux enfants pour amener le Sénégal à bien. Vraiment, c'est mon souhait. C'est votre souhait. Très bien, donc nous sommes... Juste pour compléter ça, parce que ce serait peut-être... Rapidement. Ce serait d'aller un peu contradictoire de lire un président du passé pour Premier ministre nommé par le Premier ministre, effectivement, et de ne pas lui donner une majorité à l'Assemblée nationale pour qu'il passe effectivement ces projets. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Très bien. Donc, nous arrivons au terme de cette revue de presse. Donc, je vous remercie infiniment d'être venu d'une part et également d'être pertinent, comme vous l'avez été, sur toutes ces questions donc, de Balthazar, de la Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. De toute façon, nous aurons l'occasion de revenir sur tous ces pays parce que l'actualité avance, l'actualité est très rapide et nous serons là pour la suivre, pour la commenter. Je vous remercie infiniment. Je remercie les téléspectateurs aujourd'hui de suivre cette nouvelle émission également, donc la revue de presse de Afrique 1. Le doyen Blaison, le doyen Lansine Camara et Mamadou Konaté, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Et merci beaucoup. Je remercie la régie Faisal de nous avoir assuré cette émission. À très bientôt.